matières premières, les produits semi-finis, les céréales, les matériaux de construction, la chimie, et donc qui se pratique en train complet, c'est-à-dire les trains de 18 à 24 wagons partent d'un site, arrivent à un site. Ça représente aujourd'hui environ 70% de la part de marché du fret ferroviaire. Ensuite, on a toujours chez les mêmes industriels, mais non plus des trains complets, mais des coupons, des ensembles de plusieurs wagons, de 4 à 8 wagons, parce que ces industriels n'ont pas les moyens d'expédier vers une destination donnée un train complet de 18 à 24 wagons. 24 wagons, c'est pour les trains normaux. On peut aller jusqu'à 40 wagons pour les trains lourds, tirés par souvent deux locomotives, toujours par deux locomotives. Donc, le deuxième segment, ce sont les wagons dits isolés, donc des coupons de 4 à 8 wagons qui partent de différents sites, qu'il faut assembler dans les gares de triage pour les convoyer en convoi complet vers une autre gare de triage où ils seront désaccouplés pour être envoyés sur les différents clients des différentes marchandises qui ont été réunies juste pour un trajet sur le réseau magistral. Ça représente quelques pourcents aujourd'hui, ça a bien baissé depuis plusieurs années. Et puis le dernier segment, c'est le marché, c'est le segment du combiné rail-route, donc avec des préacheminements, donc un premier transport fait par route, donc une remorque routière qui porte un conteneur ou une caisse mobile qui est transférée ensuite sur un wagon, et le train de combiné chargé donc de ces différents conteneurs ou caisses mobiles va vers d'un terminal combiné à un autre, et dans ce terminal combiné destination, les wagons sont déchargés et les conteneurs et caisses mobiles remises sur des euh, transports routiers, des véhicules routiers qui sont donc destinés à servir donc le dernier kilomètre ou les dernières dizaines de kilomètres pour les clients finaux. Ce segment qui est le segment d'avenir, puisque ce sont des marchandises générales qui sont souvent transportées dans ces caisses, et souvent des marchandises exportées vers les ports et surtout en France importées depuis les ports, est le segment qui a le plus de potentiel de croissance et pour lequel donc les clients ne sont pas directement nous les chargeurs, mais sont souvent des entreprises de transport routier, des commissionnaires de transport, donc qui achètent le transport combiné et font le premier trajet en route et le dernier trajet en route par leurs propres moyens ou par d'autres moyens sous-traités. Donc, pour ces différents segments, la problématique actuelle du fret ferroviaire en France, elle est triple. C'est d'abord un manque de fiabilité, principalement dû à l'état du réseau, très mauvais. Depuis de longues années, le réseau français s'est dégradé, le réseau notamment sur lequel circulent les trains de marchandises. Comme vous le savez, des années 70 aux années 2000, tout l'effort en France a été porté sur les lignes à grande vitesse, les lignes voyageurs à grande vitesse, et ce réseau secondaire de voyageurs et surtout donc de fret a été légèrement délaissé, pas mal délaissé. Depuis 10 ans, l'État fait des efforts pour mettre beaucoup d'argent dans ce réseau, mais il arrive tout juste à arrêter l'obsolescence du réseau et à ne pas le rajeunir. Donc, il y a souvent des problématiques d'interruption pour faire des travaux de réparation, de maintenance, et soit ces travaux sont prévus mais dépassent ou viennent se faire la nuit où circule la quasi-totalité des trains de fret, puisque en France, le réseau ferroviaire est très innervé autour des grandes agglomérations, donc traverse les grandes agglomérations ou passe autour, et donc est très impacté par les TER des voyageurs matin, midi et soir. Et donc le fret ferroviaire circule quasiment surtout la nuit, totalité la nuit. Donc les travaux de réparation des voies, de maintenance des voies impactent surtout le fret ferroviaire. Donc fiabilité par disponibilité des voies. Et puis, deuxième sujet très important, c'est la ponctualité. Et s'il n'y a pas ponctualité, la capacité à délivrer l'information, à quel moment le train va arriver à destination. Alors là, on pâtit d'une comparaison avec le transport routier qui est très en défaveur du fret ferroviaire, qui est très en retard pour à la fois améliorer sa ponctualité. Il y a les problèmes de réseau dont je viens de parler, mais il y a aussi parfois donc, des problèmes de disponibilité du matériel. Et pour donc surtout délivrer cette information, s'il y a du retard, combien va être le retard et est-ce qu'on peut, pour que le client à l'autre bout,
le destinataire s'organise pour récupérer le train, décharger le train, sans faire attendre les équipes chargées de le faire à l'heure convenue. Donc ce problème de ponctualité est également mis en avant par les clients pour dire, et surtout dans le transport combiné, pour dire le fret ferroviaire, il ne faut pas, on ne peut pas trop en faire tant que cette ponctualité ne sera pas améliorée. Il y a aussi un sujet de vitesse parfois, surtout pour le transport combiné qui est en compétition directe avec la route. La plupart des trafics conventionnels n'ont pas besoin d'une vitesse énorme des trains de marchandises. Des vitesses de l'ordre de 70 à 90 km/h sont suffisantes. Elles ne sont pas toujours atteintes. Mais pour le transport combiné, qui est clairement en compétition avec la route, puisqu'on peut faire le même trajet souvent, même s'il fait de 500 à 700 km directement de bout en bout par route, par camion, la vitesse est importante également. Et parfois, donc, cette vitesse est diminuée par les difficultés rencontrées ou le fait que les trains de fret n'ont pas la priorité par rapport aux trains de voyageurs et qu'un train de voyageurs, même en retard, a souvent priorité et donc le train de fret doit s'arrêter sur une voie de stationnement pour laisser passer un train de voyageurs qui doit rattraper son retard et qui a dans ce cas-là priorité, même si ça paraît un peu bizarre. Donc le troisième sujet, c'est la capacité d'innovation technologique, mais je crois que les représentants de la SNCF vont vous en parler. Il y a des gros enjeux actuels, mais des grosses améliorations potentielles à venir, à voir à quelle vitesse elles vont se produire. Là encore, le fret ferroviaire pâtit d'une différence par rapport à la route qui tend sur la partie traction, donc avec les camions, les tracteurs, que sur la partie remorque et sur la partie numérisation, digitalisation, donc accompagnement du transport physique par des flux de données pour informer les partenaires, enfin les parties prenantes au transport de tout ce qui se passe. Le fret ferroviaire a pris beaucoup de retard, même si donc il a, comme on va vous le dire, les capacités de rattraper ce retard dans les années qui viennent. Donc le sujet numéro un aujourd'hui, c'est un investissement très important dans le réseau qui doit être pris en compte par l'État et par SNCF Réseau, qui est l'organisation qui, au sein du grand groupe SNCF, gère le réseau français, et la modernisation des systèmes d'exploitation de ce réseau, puisque tant pour la capacité à anticiper les travaux et à faire en sorte que les travaux restent dans les plages de temps fixés, qu'à délivrer ce qu'on appelle les sillons, c'est-à-dire les autorisations de circuler sur les voies d'un point à un autre. Ces sillons sont des segments de voies de plusieurs dizaines de kilomètres, rarement plus de 100 km, parfois plus de 100 km, mais rarement, qui mis bout à bout permettent d'accomplir un trajet et donc constituent une autorisation de circuler à un jour donné, une heure donnée, pour un train de marchandises, et à une vitesse donnée, et pour un convoi donné, pour un train de marchandises. Le système actuel est assez antédiluvien et donc il est en cours de modernisation et c'est très attendu par les entreprises ferroviaires qui sont nos prestataires et également par nous les chargeurs. Pourquoi j'ai commencé ma présentation par dire qu'il y a une fenêtre d'opportunité? Pour différentes raisons. D'une part, durant la crise Covid, le fret ferroviaire a montré une résilience. Le mot résilience est très à la mode. Vous savez que la loi issue de la Convention citoyenne climat, ça s'appelle donc la loi climat et résilience. Donc le fret ferroviaire a démontré une résilience lors de ces événements, donc avec des conducteurs très mobilisés, des capacités de transport mobilisées et un réseau, bien sûr, sur lequel circulait pratiquement plus de trains voyageurs, donc libéré de beaucoup de contraintes liées à ces trains de voyageurs. En tout cas, il a bien rendu service à la fois pour les exportations, les importations et la circulation des marchandises à l'intérieur de la France. De ce fait-là, il bénéficie actuellement d'une bonne presse. La deuxième opportunité, c'est que à travers le plan de relance en France, le plan de relance européen, Recovery and Resilience, le plan de redressement et de résilience européen, les 750 milliards d'euros que l'Europe va offrir aux différents pays, une soixantaine pour la France, à travers donc les différentes lois
qui peuvent être mises en place, même si aujourd'hui, dans la loi climat résilience dont je vous parlais, il n'y a pas grand-chose pour le fret, pour le ferroviaire et pour le fret ferroviaire. À travers donc la lutte contre le changement climatique, le fret ferroviaire offre un certain nombre d'atouts. Juste pour vous donner une information qui vous sera peut-être rappelée, en moyenne, pour transporter une tonne de marchandises sur 1 kilomètre, un train de marchandises utilise 6 fois moins d'énergie qu'un camion, le mieux chargé possible. Donc, dans le futur où l'énergie décarbonée sera sans doute relativement chère, relativement plus chère que l'énergie carbonée actuelle, et donc un peu plus rare, et que chaque kilowatt d'énergie économisée sera important, le fret ferroviaire a vraiment un atout à jouer. Au-delà de 500 km, normalement, dans la plupart des cas, le fret ferroviaire devrait réaliser une partie au moins du transport. C'est ce dont révèle la Commission européenne et l'Europe il y a quelques années. On va voir si c'est un rêve qui devient réalité avec les mesures qui vont être mises en place. Donc cette fenêtre d'opportunité, elle est quand même pas énorme et il faut vraiment que toutes les parties prenantes, les États, à travers les financements, à travers la fiscalité, les opérateurs de transport et les clients donc aient confiance et mettent des moyens, de l'allant dans tout cela, de la coopération entre entreprises ferroviaires, on va peut-être vous parler, extrêmement importante. Pour l'instant, depuis l'ouverture du marché à la concurrence en 2006, donc depuis que la SNCF a perdu son monopole sur le fret ferroviaire, il y a eu plutôt une compétition et le groupe SNCF a perdu une grande part de marché en 15 ans, depuis 2006, donc l'ouverture du marché. Mais le futur, c'est peut-être davantage de coopération entre entreprises ferroviaires en France et à l'international, en Europe. Et parce que donc la route continue à gagner en termes d'innovation technologique, en termes de décarbonation. Beaucoup de choses vont se faire sur la route dans 10-15 ans. Les objectifs sont très ambitieux pour décarboner le transport routier. Donc l'avantage partiel ou important du fret ferroviaire sur la route dans le domaine environnemental va se réduire, même s'il ne va pas s'annuler du fait de ce gain d'énergie dont je vous ai parlé. Et surtout donc avec l'arrivée de camions autonomes, de routes électriques, de patrouilles de camions, pelotons de camions, etc. On va aller, ou des ensembles plus importants, au-delà des 25 mètres, au-delà des 16 mètres, pardon, qui est la dimension actuelle des camions, on pense de 25 mètres, même 32 mètres de longueur de camions et remorques. Bref, on va aller vers une massification du transport routier qui va, disons, réduire l'écart de massification que l'on a aujourd'hui entre le fret ferroviaire et le transport routier. Cependant, le fret ferroviaire peut lui aussi allonger ses trains, augmenter ses capacités, augmenter son taux de remplissage, diminuer les retours à vide, donc gagner également en productivité. Et c'est un peu une course entre les deux modes qui va s'engager dans les années qui viennent. Le transport routier sera toujours indispensable pour la livraison du dernier kilomètre et pour une grande partie des livraisons en France qui se font en dessous de 200 km. Mais certainement, le fret ferroviaire a le moyen d'augmenter sa part de marché s'il utilise tous les atouts qui sont aujourd'hui à sa portée. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Jérôme Leborgne, donc je me présente, je suis directeur général de Fret SNCF. Donc Fret SNCF, c'est l'opérateur historique du fret ferroviaire en France. On est en concurrence depuis 2006, donc une quinzaine d'années. On a aujourd'hui à peu près 55% de part de marché du transport ferroviaire de marchandises en France. Mais le plus important, c'est de mettre ça en perspective par rapport au transport de marchandises global. Et effectivement, comme l'a dit Denis Schumer, le ferroviaire ne représente que 9% en France du transport de marchandises, l'essentiel étant passant par la route, à quelques pourcents près qui passent par la voie d'eau. Alors c'est une situation qui n'est pas la même dans les différents pays. Chez nos voisins allemands, le ferroviaire fait 18%, et en Suisse et en Autriche, qui sont des pays qui ont beaucoup aidé depuis des décennies le ferroviaire, cette part de marché est de 32 à 35%. Donc on voit que la part de ferroviaire est très liée en fait à la politique de transport des États.
On est aujourd'hui une société, hein. On était jusqu'à récemment une activité de SNCF Mobilité. Depuis le 1er janvier 2020 et la réforme ferroviaire, Fret SNCF est une société, entreprise ferroviaire de plein exercice, bien sûr. On reste filiale à 100% de la maison mère SNCF. Donc nos clients, ils sont représentés par M. Schumer, hein, c'est les grands industriels, les chimistes, les sidérurgistes, les entreprises de matériaux, l'industrie nucléaire, les céréaliers, les coopératives, les sucriers et les opérateurs de combinés, bien sûr, qui sont une part significative, d'autant plus que c'est sur ce domaine-là que la croissance doit se faire dans les années qui viennent le plus. Et donc on est à la fois ferroviaire et multimodal ou multimodaux. Multimodal voulant dire qu'on peut associer la route et le rail à travers le fait de passer des caisses dans des chantiers combinés de la route, enfin, du camion au train et inversement. Et je pense également que c'est une voie d'avenir de croissance très significative, compte tenu de la croissance attendue des échanges dans les années qui viennent. Et c'est une des manières, et sans doute la plus importante, qu'on a pour augmenter la part de ferroviaire par rapport à l'ensemble. Notre vocation, c'est bien sûr de répondre aux besoins des clients, hein, en premier lieu. Donc, ces besoins, ils ont été cités, hein, c'est la qualité. Et puis, quand il n'y a pas la qualité, c'est l'information. Et donc, on a ces enjeux, ces défis à relever. On a un atout très important dans la période, c'est que le fret ferroviaire est le champion de la transition écologique. Hein, je n'ai pas peur de le dire. Un train, c'est 30 à 40 camions. Et non seulement pour une tonne kilomètre transportée, on consomme 6 fois moins d'énergie, effectivement, mais on émet aussi 9 fois moins de CO2. Donc c'est un écart qui est très très significatif pour une même tonne kilomètre de marchandises transportées. Quant à Fret SNCF, on a encore un avantage par rapport à nos concurrents là-dessus, c'est que quand je dis 9 fois moins de CO2, c'est pour la moyenne du secteur ferroviaire de marchandises. Le Fret SNCF, c'est 14 fois moins de CO2 que la route, parce que simplement, nos transports se font à 90% en locomotive électrique, alors que la majorité de nos concurrents font du grand parcours avec des diesels, parce que c'est plus simple, les parcours terminaux sont souvent diesel, et donc ça permet d'avoir qu'une seule locomotive. Et pour des raisons historiques, Fret SNCF dispose de pas mal de locomotives diesel sur les sites, donc peut faire les longs parcours, traverser la France en électrique, et donc 90% de nos trafics sont électriques. C'est un atout très important aujourd'hui dans le contexte de transition écologique, parce qu'on s'aperçoit que les chargeurs, nos clients, de plus en plus souhaitent verdir leur chaîne logistique. Certains de nos clients nous le disent, parce que leurs propres clients à eux demandent aussi à ce que leur chaîne de production soit plus verte. Voilà. Donc on profite de ce que M. Schumer appelle une fenêtre d'opportunité, on doit être à la hauteur des enjeux. Moi j'appelle ça un alignement des planètes, entre le Green Deal de l'Europe, la Convention citoyenne, cette volonté donc de nos clients, et puis la volonté de l'État affichée depuis peu, mais de façon nette, à travers le plan de relance. Le plan de relance qui a attribué 1 milliard d'euros d'investissement au réseau ferroviaire utile au fret. C'est très important, parce qu'effectivement, comme ça a été rappelé par M. Schumer, l'État a sous-investi largement pendant des décennies dans le réseau utile au fret pour se concentrer sur le TGV, ce qui est en soi une bonne chose parce qu'on a un magnifique réseau de TGV, et ensuite sur les transports du quotidien, ce qui est aussi très important, mais du coup, il y a un retard. Le réseau est 2 fois plus vieux qu'en Allemagne, et donc il y a un retard à rattraper. Et c'est une bonne chose et à la fois une contrainte, parce que quand on fait des travaux sur les voies, même si ces travaux sont utiles, on ne peut plus passer les trains de fret, parce que dans la journée, il y a les trains de voyageurs et la nuit, il y a des travaux. Voilà, donc on a une équation compliquée qu'on doit relever avec SNCF Réseau qui est propriétaire et qui entretient le réseau. Alors notre différenciation à nous Fret SNCF dans ce contexte, elle est liée au fait qu'on est présent partout sur le territoire, et puis
on est capable de réaliser, de répondre à différents besoins des clients sur toute la chaîne, c'est-à-dire entre les trains entiers et les wagons isolés. On est aussi capable de faire des lots de wagons, qu'on appelle des coupons, de différentes tailles, ce qui est souvent utile pour les clients qui, pour des raisons de stockage sur leur site ou des raisons de chaîne industrielle, souhaitent envoyer 10 wagons, 15 wagons, 20 wagons, et pas forcément moins de 8 wagons ou un train entier. On fait ça à travers un dispositif de production qui repose sur des espèces de tapis roulants, donc un dispositif industriel sur les grands axes de trafic en France, qui permet de garantir une certaine robustesse. C'est-à-dire que s'il y a un pépin sur un train, ben, les wagons du client prennent le train suivant, et aussi une meilleure rotation des wagons et un time transit adapté à la demande du client. Donc ça, c'est un dispositif de différenciation, et on fait le pari donc du remplissage et de la saturation de ce dispositif à travers le fait qu'il y a une appétence de ferroviaire de la part des chargeurs, il y a un appui de l'État, et donc dans le contexte de transition écologique, on a ce dispositif qui ne demande qu'à être saturé par plus de wagons, plus de coupons, plus de volume remis par nos clients. Alors, pour ce faire, on s'appuie aussi sur l'innovation, bien sûr, hein, c'est le sujet du jour. Cette innovation, ce n'est pas une innovation purement technique qui tourne sur elle-même, hein, c'est une innovation qui est bien orientée client, qui se fait au service du client. Et donc, M. Schumer l'a dit, qu'est-ce qu'on attend d'abord? C'est la qualité, et puis c'est l'information du client quand il y a un problème. L'information, d'abord, elle passe par la localisation de où est la marchandise, où sont les wagons et à quelle heure ils vont arriver. Donc, ça, c'est un point très important. Le tracking, le fait d'arriver à suivre la marchandise, à suivre les wagons, et puis à donner ce qu'on appelle une ETA en anglais, donc Estimated Time of Arrival, donc une date, une heure prévisionnelle d'arrivée, recalculée par le système, en tenant compte des aléas en cours de route. Et ça passe par la digitalisation, hein, ça passe par la maîtrise et la gestion de la donnée. De plus en plus, la donnée est quelque chose de très important qu'il faut savoir manipuler pour en tirer les bénéfices pour le client. Voilà, je n'insiste pas parce que Antoine tout à l'heure va nous détailler tout ça. La deuxième attente, donc, c'est le verdissement de la chaîne logistique sur lequel travaille l'innovation. Alors, c'est en fait très simplement des alternatives au thermique, hein, au diesel, aux locomotives qui fument, qui ont tendance à disparaître dans les années qui viennent. Donc il y a plusieurs pistes, hein. Soit il faut des locomotives bimodes, c'est-à-dire qui sont à la fois électriques et diesel. Ça coûte cher et puis ça ne règle pas complètement le problème parce qu'il y a encore une partie diesel. Il y a des biocarburants, comme il y en a plusieurs, mais nous on connaît le B100 qui est un carburant à base de colza qu'on va tester du côté de Dunkerque très prochainement. Et puis à moyen terme, alors ça fait rêver, il y a l'hydrogène, hein, c'est du moins court terme, c'est plus compliqué. L'hydrogène n'est pas forcément aujourd'hui complètement verte non plus dans sa fabrication, mais c'est sans doute l'avenir à moyen terme, donc on se penche aussi sur l'hydrogène. Voilà. Et puis à plus long terme, bien sûr, il y a des dispositifs plus conséquents et moins aboutis. On vise une automatisation. Alors ça peut aller jusqu'au train autonome, hein, le train qui roule tout seul avec un conducteur à distance qui pilote plusieurs trains, une capacité de dépannage avec des liaisons radio. Il y a à plus court terme et moins compliqué le couplage, découplage des wagons. Alors pour faire ça, il faut que tous les wagons soient équipés de couplage et découplage automatique, parce qu'on ne peut pas avoir des wagons automatiques et des wagons classiques, sinon ça ne marche pas. C'est ça d'ailleurs un des problèmes principaux de cette affaire-là, c'est-à-dire que la phase transitoire est très compliquée, puisqu'on ne peut pas avoir deux réseaux différents qui trient les wagons en parallèle. Voilà, mais tous ces dispositifs d'automatisation sont dans l'air. Alors, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas du court terme non plus, mais voilà, Antoine nous en parlera.
c'est quand même sans doute à un moment donné l'avenir, de même que, comme l'a rappelé Denis Chaumère, le mode routier, lui aussi, innove avec des trains de camions plus ou moins automatisés, avec des camions propres, entre guillemets. Et donc, il faut qu'on soit dans la course, et pour rester dans la course, il faut qu'on innove. Et donc, voilà, c'est pour nous un point très important. Et je terminerai là-dessus, qui est encore une fois entièrement orienté client et qui vise à pouvoir au mieux bénéficier de la tendance actuelle, hein, qui est au verdissement de la chaîne logistique et donc à un report vers le rail, dont on se réjouit puisque c'est notre vocation à nous, Fret SNCF, de mettre plus de marchandises sur les trains pour préserver la planète. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans les 10 minutes qui m'étaient imparties. Alors, pour démarrer, quelques illustrations pour vous donner un peu un sentiment de ce que c'est l'exploitation d'un train de fret. Donc, vous voyez un peu de ces images, peut-être à gauche déjà, qu'on parle de, voilà, souvent de marchandises de tonnage, de volume important, voilà, de locomotives qui ont une certaine puissance. Donc vous voyez aussi qu'il y a des métiers, les métiers qu'il y a à fret, notamment celui d'agent au sol. Donc là, devant vous, on voit un agent au sol en train de défaire un attelage. Alors, pour vous donner le contexte dans lequel on opère, on a des contraintes nécessaires de sécurité ferroviaire parce que le ferroviaire est un environnement à risque. Et donc, c'est à la fois de la sécurité d'exploitation, donc c'est assuré soit par le réseau, mais aussi en tant qu'entreprise ferroviaire, on a des obligations. Par exemple, la personne que vous voyez doit avoir donc l'agent au sol doit avoir une habilitation pour effectuer cette opération. Donc n'importe qui ne peut pas effectuer n'importe quelle opération sans contrôle. C'est cadré et c'est contrôlé et c'est important justement pour maintenir le niveau de sécurité et essayer de l'améliorer. Voilà. Donc peut-être avant de passer, ce que j'ai compris de Monsieur Tribondo, ce qui était important, c'était aussi de vous expliquer non seulement la technologie, mais d'avoir aussi un cadre un peu plus large pour savoir à quoi servait la technologie. Et pour vous dire quelques mots sur le modèle économique du fret ferroviaire, et on peut dire que c'est un modèle à fort coût fixe. Alors, ce que je vais expliquer. Alors sur le revenu, on est généralement sur un modèle de facturation à la tonne transportée, sauf produits spécifiques, je pense notamment à la chimie. Et pour opérer des trains, eh ben, vous avez besoin de ressources, des sillons dont M. Schumer a parlé, de l'énergie, dont on a parlé aussi, les enjeux de décarbonation, des locomotives. Il y a les locomotives grand parcours ou locomotives de manœuvre, des wagons. Alors là, chez Fret, on n'est pas propriétaire de wagons, on les loue. Donc soit c'est nous qui les louons, soit c'est le client qui loue les wagons. Il y a différents modèles possibles. Les autres entreprises ferroviaires en Europe peuvent avoir un autre modèle et posséder une partie de leurs wagons et en louer une autre partie. Et enfin, donc, du personnel, essentiellement des agents de conduite et des agents au sol qu'on a vus tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ces différentes ressources, ce qui est important, c'est leur utilisation, c'est-à-dire qu'elles ont un coût et que leur rotation est importante parce qu'avec les mêmes ressources, si on arrive à faire plus de transport, et ben, c'est ça qui devient intéressant pour justement pour le modèle économique du fret ferroviaire. Ce qu'on appelle la rotation des actifs, c'est un peu la même idée dans l'aérien quand voilà, vous avez beaucoup de rotation, par exemple des avions dans des modèles low cost. C'est un peu la même idée. Et donc pour le fret, on peut dire le temps, c'est de l'argent.
Alors, il y a aussi quand même la contrainte dont on a parlé sur le réseau ferroviaire, c'est que le réseau ferroviaire est partagé entre transport de fret et transport de voyageurs, mais on peut aussi le voir comme une opportunité. Ça veut dire que si on crée des innovations qui arrivent à mieux permettre un partage de ce réseau entre fret et voyageurs, ça peut être aussi au bénéfice de tout le monde et notamment du fret ferroviaire. Alors, quels sont nos 4 axes majeurs d'innovation? On en a déjà parlé et je vais les détailler, donc vous les voyez à l'écran. Alors, je démarre par performance système, avec une projection de ce qu'on a déjà fait, ce qu'on va faire bientôt, ce qu'on va faire demain. Là, l'idée de la performance système, c'est vraiment l'idée que, en fait, le fret ferroviaire s'améliore, fret SNCF aussi, mais avec l'ensemble du système ferroviaire et en particulier le gestionnaire de l'infrastructure qu'on a cité, qui est SNCF Réseau. Quelques exemples. On fait déjà des trains de 850 mètres, donc des trains plus longs. Jusqu'à la limite, c'est 750 mètres normalement, et on est allé plus loin. Et des trains plus longs, ce qui est intéressant, c'est que le coût de la locomotive reste le même, le coût de l'agent conduite, mais vous rajoutez pour ce même train plus de wagons. Donc vous voyez quand même l'intérêt, parce que vous partagez certains coûts sur un nombre en tractant plus de wagons. On a aussi des trains lourds, donc était jusqu'à 3600 tonnes entre le nord et l'est de la France. Ensuite, c'est des marchés un peu spécifiques de produits assez lourds, je pense notamment à la sidérurgie. Bientôt, on a aussi des enjeux sur le nouveau système le système de signalisation européen qui s'appelle le RTMS. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on équipe nos locomotives pour aller dans certains pays, par exemple le Luxembourg. Et demain, on a aussi des projets de réseau qui sont très importants pour nous, ce qu'on appelle le Digital Capacity Management. En fait, ça veut dire pouvoir facilement changer des sillons, ce qu'on appelle de dernière minute, ce qui est en fait jusqu'à environ un mois, ou les définitions varient encore, mais environ à un mois du départ, pouvoir demander un sillon supplémentaire ou changer des sillons existants. Et ça peut apporter de la flexibilité et ça intéresse aussi les clients, si j'ai bien compris. Je passe maintenant à la digitalisation. Alors, le premier exemple, c'est ce qu'on fait. Alors, on a marqué l'intelligence artificielle, mais c'est peut-être pas, c'est déjà des calculs, calculs mathématiques qui permettent d'optimiser les ressources qu'on a vues. Parce que comme l'optimisation des ressources, on a vu, est le nerf de la guerre, savoir avec des outils de calcul bien optimiser ces ressources et rapidement, ça peut nous apporter beaucoup. Et en fait, la digitalisation, pour nous, c'est à la fois effectivement l'information client, et c'est aussi pouvoir, par exemple, mieux surveiller les organes importants des wagons. Et ça nous apporte une meilleure fiabilité. Si on fait de la maintenance prédictive, que vous connaissez dans vos études probablement, l'idée étant d'éviter l'événement qui va causer du retard en ayant regardé les tendances et en ayant surveillé avec des capteurs, avec de l'analyse de données, etc. J'en profite pour dire que vous qui êtes en école d'ingénieur, c'est important je dirais aussi, vous concentrer pas seulement sur la partie mécanique, mais aussi sur cette partie gestion de la donnée qui va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Je cite aussi le train autonome et la téléconduite. Donc, train autonome GOA2, c'est un niveau d'autonomie, donc c'est l'autonomie hors manœuvre de départ et d'arrivée. Donc, c'est ce qu'on pourra appeler le pilote automatique si on fait la comparaison avec l'aérien. Je crois que vous êtes une école d'ingénieur aéronautique à la base. Et la téléconduite.
Alors, téléconduite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, enfin, en termes de technologie, on arrive à conduire un train à 30 km. Le conducteur est dans une salle à 30 km et conduit le train. Et on a fait des tests à 80 km/h sur, je crois, une vingtaine de kilomètres. Donc, c'est aussi un élément intéressant. En parallèle, on réfléchit à automatiser les tâches des agents au sol. Alors, ce n'est pas pour ne plus avoir d'agents au sol, c'est leur mission, c'est pour qu'ils fassent des choses différentes et aussi pour gagner du temps. Et on a vu l'effet important de gagner du temps et de la flexibilité pour à la fois notre modèle économique et aussi pour mieux répondre aux besoins des clients. Il y a les triages. Alors, c'est vrai que c'est une ressource que je n'ai pas citée, mais la modernisation des triages, ça fait aussi partie des enjeux de modernisation de SNCF Réseau que citait M. Schumer. Et j'ajoute, en plus de ce que je vous ai dit sur les données, il y a aussi l'importance des télécoms, c'est-à-dire d'avoir un réseau télécom qui va permettre de faire, par exemple, beaucoup plus d'opérations pour un agent à distance, comme par exemple télécommander la séparation de deux wagons. Alors, on imagine bien que ça implique quand même d'avoir des systèmes costauds à la fois en termes de télécommunication et puis de cybersécurité. Et ces deux aspects sont aussi des aspects qui ont déjà beaucoup d'importance et qui vont continuer d'un point de vue technique. Et donc derrière, l'idée, c'est comment on utilise ces nouvelles opportunités comme la 5G pour offrir plus de flexibilité et améliorer les temps de préparation des trains. Donc la multimodalité, l'exemple qui est là, c'est un produit un peu spécifique, mais qui est intéressant, qui est l'autoroute ferroviaire. Et donc l'autoroute ferroviaire, vous voyez, c'est mettre des semi-remorques sur des wagons spécifiques. Et donc, par exemple, entre Luxembourg et la frontière espagnole. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un produit d'autoroute ferroviaire qui est pas seulement intéressant techniquement, mais aussi parce que on a travaillé sur l'efficacité des terminaux, la fréquence et la flexibilité. Et ça répond à une demande client. Et d'ailleurs, les clients sont preneurs de ce type de produit. En tout cas, ça marche bien côté demande client. Et donc, c'est des exemples d'innovation via les autoroutes ferroviaires, comme l'application chauffeur, où on a le chauffeur chauffeur routier qui a une application pour pouvoir pré-réserver son emplacement et déposer sa remorque ou la récupérer de manière la plus efficace et la plus rapide possible. On a aussi développé chez une filiale qui s'appelle Navigant Cargo un suivi avec plusieurs modes de transport. Donc, c'est intéressant de pouvoir suivre à la fois sur le maritime, sur le ferroviaire et sur le dernier kilomètre routier. Et ça, c'est une innovation assez forte de la filiale Navigant Cargo. Voilà. Et ensuite, je passe à la décarbonation dont on a déjà parlé, pour rappeler qu'il y a d'abord la mesure et l'amélioration de la consommation actuelle. C'est important aussi. Il y a ensuite les biocarburants et enfin les filières énergétiques. Alors, au-delà de l'hydrogène, il y a aussi le biogaz ou l'électrique. Et peut-être qu'en fonction des besoins, on aura différentes solutions technologiques. En tout cas, l'état des débats tend à pas dire qu'il faut privilégier une seule solution technologique plutôt qu'une autre. Alors là, vous voyez l'échelle TRL parce qu'en innovation, quand vous avez un nouveau projet, un nouveau produit, vous connaissez peut-être cette échelle TRL de développement. Donc, c'est-à-dire le TRL 1, c'est l'idée.
Et le TRL9, c'est votre produit industrialisé. Et donc, entre les deux, vous avez différentes étapes de concept, de prototypage, de tests en conditions laboratoires, ensuite de tests de plus en plus proches de l'environnement réel. Mais ça, je suppose qu'on vous l'enseigne dans vos cours. Alors, un petit focus maintenant sur un exemple d'automatisation d'un process de préparation du train, c'est l'essai de train digital. Alors, je vais essayer de partager la vidéo. Merci. Là, c'est ce qu'on appelle le test classique, c'est ce qui existe à l'heure actuelle. Et ça, il faut faire ça tout le long du train. Vous imaginez le temps que ça prend. Parfois quand il pleut, quand il neige, quand il fait nuit. Il est réalisé par un conducteur et un agent au sol. Vérifie le serrage et le desserrage. À 45 minutes. Ça, c'est Deuxième focus, alors ça c'est intéressant, c'est que on a fait des tests radio pour assurer l'interopérabilité et on a souvent dans un même train, vous avez des wagons différents qui viennent de différents clients, de différents endroits. Nous, vous avez que 5% des trains qui gardent toujours les mêmes wagons. Et du coup, c'est important ces travaux européens. Et à Issoire, on a mis, donc à côté de Clermont-Ferrand, en 2019, on a mis pendant 2 jours 12 wagons sur une voie, dans des conditions de sécurité, bien sûr. Et on a, avec 3 entreprises spécialisées dans l'Internet des objets, fait des tests pour la connectivité de leur système sur les wagons. Parce qu'on connaissait les performances théoriques, mais on ne connaissait pas les performances en situation réelle. Et ça a permis de faire avancer énormément les discussions. Donc voilà, ça c'est des activités de normalisation qu'on fait aussi et dans lesquelles on s'inscrit, hein, pas tout seul, on le fait au niveau européen. Et enfin, le dernier focus, on en a parlé, c'est l'attelage automatique. Et en fait, on se rend compte que c'est un point important, mais que c'est pas suffisant, c'est-à-dire que l'attelage automatique est intéressant si on arrive à le combiner avec d'autres innovations. Et on réfléchit notamment à le potentiel du frein électropneumatique, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le frein est un frein pneumatique qui se propage le long du train, donc ça peut prendre un peu de temps. Et c'est surtout les wagons de devant qui freinent. Et avec le frein électropneumatique, la transmission de l'ordre de freinage se fait comme dans le transport de voyageurs de manière instantanée, et ça permet de gagner fortement en performance de freinage et peut-être même en vitesse, et ça peut avoir un intérêt pour mieux s'insérer dans le trafic voyageur, ce que je vous disais avant. Voilà, j'ai pas cité l'ensemble de nos projets, mais c'était pour vous donner un peu une idée et quelques illustrations de ce qu'on fait chez Fret
sur l'innovation, en essayant bien de garder l'avantage client et la vision aussi de bénéfices économiques qu'on peut en tirer. Antoine, c'est Jérôme. Sur le l'essai de frein digital, on entendait Jean-Michel Jarre plus que toi. Je ne sais pas si c'est lui, mais il y avait une musique. Donc, si tu peux peut-être réexpliquer Euh, l'intérêt et l'écart par rapport à avant. D'accord. Donc l'écart, c'est un écart. L'essai de frein, vous avez vu classique, c'est on tape dans la semelle le long du train, dans toutes les conditions climatiques, il pleut, il vente, il neige, il fait nuit. Et c'est un vieux processus qui est un peu un héritage du chemin de fer. C'est mieux que rien, mais enfin ça peut être amélioré. Et ce qu'on a fait en développement, c'est un prototype avancé, on va dire, c'est de mettre des capteurs de force qui mesurent les forces de freinage, de serrage, pour dire le frein est serré, il n'est pas serré. Et cette information, le capteur la transmet à un boîtier électronique et par radio, ça arrive dans l'application avec des seuils de calcul des efforts qui disent oui, c'est acceptable, c'est serré, c'est pas serré. Donc il y a eu tout un travail derrière et on voit l'appli du conducteur qui voilà, a sur son application la liste des wagons et lesquels sont verts ou freinent correctement ou sont rouges et il faut faire une action. Et là, dans la vidéo, on le voit qui va, par exemple, désactiver un système de freinage, ce qu'on fait parce que souvent on peut désactiver le système de freinage d'un seul wagon, parce que de toute façon, l'ensemble du train a une masse de freinage suffisante, et donc le wagon qui n'a pas de système de freinage est freiné par les autres. Voilà. C'est ce qu'on fait quand le système de freinage d'un wagon ne marche pas. Bonjour, alors moi j'avais une question pour ma part par rapport à la signalisation. On sait qu'il y a beaucoup de machines interopérables partout en Europe. Les machines à fret SNCF le sont moins. Est-ce que pour vous c'est une priorité de rendre votre matériel roulant plus apte de manière internationale? Est-ce que vous avez aussi des projets là-dedans? Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet très important, puisque, en fait, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais plus de la moitié de notre business est à l'international. On est une entreprise française, bien sûr, et on fait nos trafics en France, mais on travaille avec des partenaires dans les pays voisins, très souvent d'ailleurs des entreprises du groupe SNCF, qui s'appelle Captrain, Captrain Deutschland, Espagne, Italie, voilà, en Belgique aussi. Ou alors, voire on travaille aussi avec les réseaux historiques, donc comme la Deutsche Bahn, par exemple, en Allemagne, pour ce qui est du wagon isolé. Donc, nos clients, eux, sont des grands groupes internationaux qui ont des usines, des sites de production ou des plateformes logistiques dans différents pays. Et donc, il est très important de pouvoir traverser les frontières. Historiquement, c'est très compliqué parce que le chemin de fer étant un sujet stratégique, chaque pays a préservé sa souveraineté, disons, en empêchant les autres de venir chez lui, parce que par le chemin de fer, on pouvait amener des troupes, des engins militaires, on pouvait envahir un pays. Bon, donc, c'est pour ça qu'il y a différentes manières de circuler dans les pays d'Europe. Et il n'y a pas de pays, en schématisant, où on circule avec les mêmes systèmes de sécurité, le même courant, et donc les mêmes engins. Bon, donc il existe des engins interopérables qui ne font pas tout. Il n'y a aucun engin, à ma connaissance, qui aille dans tous les pays. Mais voilà, on peut choisir d'aller en Belgique, en Allemagne, en Suisse ou en Italie. Voilà. Donc faut choisir en fonction des flux de trafic qu'on a ou qu'on souhaite, qu'on prévoit pour l'avenir. Mais ce point est tout à fait majeur. Et effectivement, on a aujourd'hui à Fret SNCF un parc important, mais essentiellement franco-français. On a quelques machines interopérables qui peuvent aller en Belgique, qui peuvent aller en Allemagne, qui peuvent aller en Suisse. C'est un enjeu et c'est un sujet qu'on appelle la gestion de parc, puisqu'il faut travailler sur le parc. Le parc, c'est un actif important, ça coûte cher, une locomotive.
une locomotive neuve avec des qualités d'interopérabilité, c'est 3-4 millions d'euros. Donc, c'est pas rien. C'est un investissement. Donc, ça fait partie des sujets stratégiques, effectivement, qu'on regarde. Oui, oui, je confirme. La réponse n'est pas technique, hein, elle est plutôt business. Je ne sais pas, Antoine, si tu veux ajouter des choses. Oui, alors techniquement, en fait, il faut savoir faire fonctionner les systèmes de signalisation parce qu'on est sur une migration vers le système de signalisation RTMS qui dépend des capacités d'investissement, notamment du réseau et aussi des opérateurs. Et donc, malheureusement, idéalement, il faudrait faire une migration rapide, mais pour en tirer les bénéfices de notamment traverser des frontières. Mais c'est des tels investissements que cette migration, elle peut être que petit à petit. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut, dans la locomotive, combiner des systèmes de contrôle-commande, c'est-à-dire ce qui arrête le train en cas de franchissement d'une vitesse limite, enfin, ça arrête automatiquement, et de signalisation qui soient à la fois ERTMS et des systèmes nationaux. Et on peut en avoir plusieurs. Donc vous voyez l'enjeu, parce qu'on parle de systèmes sécuritaires, donc il faut que les constructeurs arrivent à faire travailler ensemble des systèmes nationaux qui ont été conçus à une certaine époque, etc., avec le système de signalisation européen pour permettre justement de faire de l'ERTMS ou un système de signalisation national ou plusieurs. Donc ça, c'est un enjeu aussi technique de faire les bons choix d'organisation, de modularité, de transition, et puis je dirais dans un contexte aussi où historiquement les constructeurs étaient plutôt sur leur marché national et n'avaient pas forcément d'incitation à développer des produits interopérables. Ça a changé, mais il faut le temps de le faire. Et Et il faut qu'on pousse dans cette direction en tant qu'opérateur. C'est-à-dire la difficulté, c'est que nous ne sommes pas industriels et c'est comment faire passer les bons messages aux industriels pour qu'ils aillent dans la direction de produits qu'on va utiliser et à des prix acceptables pour nous, etc. Et du coup, sur le marché, parce que vous avez aussi un parc relativement récent à Fret, est-ce que vous pensez que à du nouveau matériel ou est-ce que vous ne penserez pas aussi à upgrader le matériel que vous avez déjà pour qu'il soit plus interopérable? Ouais, Je pense que, ouais, je pense qu'on a toujours besoin en fait de locomotives, des locomotives qu'on possède déjà pour le marché intérieur, hein, le français. Par contre, on en aura moins besoin à l'avenir en nombre. Bon, alors on a de l'obsolescence aussi qui se fait sur ce qui arrive sur une partie de ces machines. Donc, va se poser la question du renouvellement, et je pense que c'est au moment du renouvellement qu'il faudra probablement investir plus dans de l'interopérable. Il y a l'interopérable, il y a aussi la puissance, hein. On aurait des locomotives de forte puissance. On pourrait parfois mettre une locomotive à la place de deux. Ça aurait du sens. C'est moins cher d'avoir une locomotive puissante que deux moins puissantes, même si les locomotives puissantes à l'unité coûtent de l'argent. Donc, c'est vraiment des questions stratégiques de gestion de parc qu'on se pose. On peut aussi, il y a un marché des locomotives, hein. On peut aussi vendre des locomotives d'occasion, hein. Voilà, on les met pas sur le bon coin, mais parce qu'il y a un marché quand même relativement limité, mais ce marché existe. Il y a des entreprises de travaux, il y a des entreprises ferroviaires concurrentes en France ou à l'étranger qui sont susceptibles d'acheter des locomotives, diesel ou électriques d'ailleurs. Donc les locomotives, ça s'achète, ça se vend avec une fluidité relative. Mais il y a aussi des systèmes de financement qui existent, hein, autour des locomotives. Donc ça se loue, les locomotives. Il y a des entreprises spécialisées dans la location, soit à courte durée, soit longue durée de locomotives.
Donc, il y a pas mal de solutions de financement ou de solutions industrielles pour avoir un parc le plus efficace possible. Mais c'est effectivement un point très important parce que c'est un actif, la locomotive, qui est totalement stratégique pour assurer les trafics et passer les frontières. Sinon, il faut s'arrêter à la frontière et puis qu'un opérateur partenaire reprenne le train. C'est ce qui se fait assez classiquement, mais c'est moins efficace que de bout en bout. Alors, peut-être pour compléter sur les locomotives, on a aussi un enjeu, ce qu'on appelle de dernier kilomètre, ce qu'on a vu sur la décarbonation. Mais là, on parle plus des locomotives de manœuvre, où là, effectivement, quand on fait du rétrofit, c'est moins cher que d'acheter des nouveaux engins. Mais quand on est sur des nouvelles technologies, ça peut ne pas être possible de faire du rétrofit sur des engins existants parce qu'il n'y a pas la place, c'est pas conçu pour, c'est trop compliqué et donc on doit partir de quelque chose d'absolument nouveau. Il y a aussi quand même un élément, que je voudrais citer sur, la décarbonation et les énergies alternatives, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'approvisionnement. C'est-à-dire, si on veut marcher à l'hydrogène, encore faut-il que les sites sur lesquels on opère à l'hydrogène ou au biogaz ou à l'électrique soient approvisionnés, et que ça nous permette d'opérer avec des conditions, qui sont conformes aux exigences ou alors qu'on discute avec le client pour, transformer notre manière de faire. Parce qu'on peut avoir un peu moins de puissance qu'avec une locomotive diesel et donc il faut s'organiser différemment, tracter moins de wagons, à chaque fois ou des choses comme ça. Alors, dans le chat, on a une question de Julien. Vous avez parlé de la rénovation des triages. En quoi cela consiste concrètement? Alors, les triages. Il y a deux sortes de triages, hein. Il y a des triages à plat et des triages à gravité. Alors, les triages à plat, c'est un chantier plus ou moins grand. Il peut y avoir quelques voies ou beaucoup de voies sur lesquelles on amène des trains et on remanie les trains en coupant. Il faut couper des lots de wagons et les remanier donc, pour former d'autres trains. Donc, si on fait ça sur un triage à plat, donc c'est des voies à plat, hein, les unes à côté des autres, il faut un locotracteur, il faut prendre les wagons, les coupons de wagons, et puis les déplacer en avant, en arrière, pour les déplacer d'une voie sur l'autre et constituer le nouveau train. Donc ça marche, mais c'est assez rustique hein, comme méthode, et c'est surtout assez long. Donc ça marche s'il n'y a pas beaucoup de wagons à trier. Au-delà de 200 wagons par jour, c'est compliqué, parce que chaque fois, il faut refouler le locotracteur, il faut s'arrêter, il faut faire l'aiguille pour avancer, voilà, puis repartir. Donc c'est un travail qui n'est pas industrialisé. La manière industrielle de trier les wagons, c'est le tri à la gravité. Le tri à la gravité, le principe, c'est que vous amenez les trains, vous avez une bosse, donc une dénivellation, on coupe le train en lots qui doivent aller vers des destinations différentes et on pousse les wagons et les wagons tombent à une bosse. Et il y a un système de tri automatique qui aiguille les lots de wagons sur des voies pour constituer les différents trains qui vont ensuite partir vers des destinations différentes. Donc ça, c'est le système de triage industriel. Très efficace, hein. On peut trier beaucoup de wagons de cette manière-là. Sur un triage à gravité, on peut trier jusqu'à 2 ou 3 000 wagons par jour. Quand je dis par jour, c'est 3-8, hein, c'est sur 24 heures, puisque le chantier peut fonctionner 24 heures sur 24 si nécessaire. On a aujourd'hui en France, quand je dis on, c'est SNCF Réseau hein, qui est propriétaire, et c'est Fret SNCF qui les exploite, 4 triages à gravité de ce type-là, qui sont au Wapi, donc à côté de Metz, pour essentiellement les trafics internationaux, c'est une plaque tournante. On a le Bourget, donc à côté de Paris. On a Ciblin, qui est le triage de la vallée du Rhône au sud de Lyon, et Miramas, donc à côté de Marseille-Fos, et donc des chantiers industriels du port de Marseille. Voilà, donc c'est des points qui sont totalement stratégiques
pour le fret ferroviaire et pour Fret SNCF en particulier, puisque on est l'opérateur très majoritaire de wagons isolés. Quand on dit wagon isolé, ça peut être un wagon tout seul, mais ça peut être aussi des petits lots de 3, 4, 5, 8 wagons, ou même des coupons plus importants qui sont triés à cette bosse. Alors, ce système-là, jusqu'il y a 30 ans, jusqu'aux années 80, était manuel. C'est-à-dire que les wagons étaient freinés à la main par un freineur, et puis il y avait des enrayeurs qui freinaient avec une cale les wagons, donc c'était un métier relativement dangereux. Et on a trié comme ça pendant des décennies. Et puis ça a été automatisé. Ça a été automatisé alors, avec les technologies des années 90, hein, c'est-à-dire un automate de tri avec un freinage des wagons dosé en fonction du poids, mais automatique. Et puis un freinage secondaire ensuite par des mâchoires. C'est des petites mâchoires qui sont sur les voies. Des trucs qui font un bruit strident là, quand les wagons passent dessus. Donc c'est pneumatique. Et les wagons sont freinés avec un calculateur assez déjà rustique, mais qui marche, hein, des années 90, qui freine les wagons pour éviter qu'ils tapent les wagons déjà présents sur la voie. Donc ça, c'est le système qui marche depuis maintenant une trentaine d'années. À l'époque, il y avait une vingtaine de triages, parce que la France était très industrialisée, il y avait beaucoup plus de volume. Ça a été beaucoup rationalisé, et on a maintenant donc ces quatre triages. Donc, quand on dit tout ça pour expliquer, parce que je ne connais pas votre degré de connaissance du système ferroviaire, tout ça pour expliquer ce qu'est le tri aujourd'hui des wagons. Alors, la question de la rénovation, elle peut s'entendre de deux manières. Il y a une rénovation à court terme, parce qu'il faut maintenir, entretenir les voies, les freins de voie, tous les systèmes de tri que je viens de vous expliquer. Et donc ça, c'est le travail de SNCF Réseau, mais SNCF Réseau a des moyens limités, c'est l'argent public, et donc ça suppose qu'on s'assure que l'ensemble des voies sont utiles, nécessaires au fret ferroviaire. Et donc SNCF Réseau repaye l'ensemble des voies avec les entreprises ferroviaires pour s'assurer que le réseau qui rénove est utile. Voilà. Une fois qu'on a fait ce travail, il y a des investissements, c'est des millions d'euros, hein, qui sont mis par réseau, aidés aujourd'hui par le plan de relance du gouvernement, le fameux milliard dont j'ai parlé tout à l'heure, pour rénover les triages. Alors les triages à gravité, mais aussi les triages à plat, l'ensemble des faisceaux qui sont utiles aux entreprises ferroviaires pour faire du relais et pour remanier les trains. Alors, si on veut les citer, il y a Gevrey à côté de Dijon, il y a Ourcade à côté de Bordeaux, Saint-Jory à côté de Toulouse, il y a Somain dans le nord, il y a Dunkerque, voilà, il y en a d'autres, hein, Villeneuve. Donc, c'est la carte ferroviaire du fret en France. Sotteville en Normandie, Saint-Pierre-des-Corps à côté de Tours. Voilà. Donc ça c'est le travail des SNCF Réseau à court terme et on continue. Après, il y a une deuxième manière de voir les choses, c'est le long terme. Parce que ce système des années 80, 90 commence à être obsolète, et il n'y a plus beaucoup de gens qui savent comment ça fonctionne, plus beaucoup de techniciens qui savent les entretenir, il n'y a plus beaucoup de pièces. Donc, SNCF Réseau a encore des stocks, mais on considère qu'on arrive à la limite d'obsolescence d'ici une dizaine d'années. Et donc, d'ici 2030, alors là, on fait appel à l'innovation. Il faut trouver un système en tout cas de triage, faisant appel aux technologies modernes pour rénover. Là, c'est plus seulement entretenir, maintenir, c'est rénover le système de tri à gravité. Donc on benchmark, on regarde ce qui se fait chez nos voisins. Antoine saura sans doute en dire plus que moi là-dessus, mais je pense que tout le monde regarde là, c'est un travail de recherche et d'innovation pour voir comment on peut automatiser plus les triages de demain pour qu'on ait un système pérenne
au-delà des 10 ans de visibilité qu'on a aujourd'hui. Oui, juste en complément, techniquement, c'est pour ça que ce qui est intéressant quand on parle d'attelage automatique, c'est de voir effectivement que ça s'inscrive dans une démarche plus générale, où on a moins d'opérateurs au sol parce que, enfin, on a moins de temps passé dans ces opérations par les opérateurs au sol et plus de flexibilité. Et donc c'est ça qu'il faut peut-être avoir en tête y compris dans les triages, de pouvoir faire davantage de choses, je dirais à distance, télécommandées, et de manière aussi à ne pas dépendre forcément de la disponibilité d'un opérateur absolument, et être plus flexible. Voilà, donc c'est l'idée, d'avoir une vision, d'automatisation un peu globale, et ça inclut aussi les triages et peut-être, la fonction supplémentaire, elle est de tirer profit d'opportunités, comme la 5G et de possibilités d'avoir beaucoup plus de capteurs, d'identification des wagons qui, peuvent être transmises par, la 5G ou le système télécom. Et d'avoir un meilleur échange de données derrière, de vérification, d'internet des objets. Donc il y a peut-être des choses à creuser aussi de ce côté-là. Il y a des standards intéressants, notamment GS1 pour, voilà, pouvoir reconnaître la carte d'identité du wagon et se dire qu'à l'avenir, on stocke sur le wagon, sa carte d'identité numérique. Alors ça peut paraître évident et c'est peut-être déjà fait dans d'autres secteurs que vous connaissez, mais les wagons, c'est un peu notre héritage, historique et il faut les rendre intelligents et c'est pas encore le cas. En tout cas pour, je dirais la grande majorité de la flotte wagon actuelle. Alors, merci. Si vous avez encore un peu de temps, on a une autre question dans le chat. Vous avez parlé de multimodalité. Les gabarits des remorques complètes ne sont-ils pas incompatibles avec les différents gabarits de SNCF? Oui, alors ça, c'est effectivement une question. C'est très compliqué l'histoire des gabarits. Il y a plusieurs choses. Déjà, la majeure partie du trafic combiné, c'est des caisses. C'est des caisses, donc c'est des caisses mobiles qui peuvent se poser sur des remorques de camions ou qui peuvent se poser sur des wagons. Et sur un chantier combiné, donc vous avez un grand portique qui prend les caisses sur le camion et qui la pose sur le wagon ou réciproquement, hein, avec une grue, avec une espèce de pince. Bon, ça c'est un gabarit standard, c'est le gabarit standard du combiné. Après, vous avez l'autoroute ferroviaire. Alors l'autoroute ferroviaire, il y a encore plusieurs sortes. L'autoroute ferroviaire, c'est quoi? C'est les camions sur le train, carrément. Hein. Donc c'est pas seulement la caisse qu'on prend, c'est l'ensemble de la remorque. Dans un camion, hein, vous avez une cabine de conduite, un engin moteur, en fait, et puis derrière, vous avez une remorque, voilà, avec la caisse. Donc là, dans l'autoroute ferroviaire, c'est la remorque entière qui monte sur le train, avec les roues. Donc ça, c'est pratique, parce qu'il n'y a pas besoin de portique. Et puis, le conducteur, lui, il reste dans son camion, et puis la remorque va à l'autre bout de la France, où un autre conducteur routier vient chercher la remorque. Donc ça fonctionne très bien sur des grands axes. Ça évite de mettre les camions sur les routes et les autoroutes. Simplement, effectivement, là, il y a des gabarits particuliers parce qu'il y a le wagon plus la remorque avec sa caisse. Donc, il y a différents wagons capables de faire ça avec des gabarits différents. Je vous passe le détail. Les plus performants, c'est les wagons LOR, c'est le nom de la société, c'est une société suisse. L'autoroute ferroviaire de Via, donc qui fait par exemple Bétambourg, Le Boulou, donc Bétambourg au Luxembourg et puis Le Boulou à la frontière espagnole, utilise ce type de wagon.
Donc ça, c'est un gabarit particulier, c'est des wagons surbaissés, très bas. Après, vous avez d'autres wagons qu'on appelle des wagons poches, qui sont un peu moins performants, avec différentes manières aussi de monter les remorques sur le train. Voilà, donc il y a effectivement différents gabarits. Le problème, c'est beaucoup les tunnels aussi. Donc, c'est une question européenne, puisque la même question se pose chez nos voisins européens. Et donc, il y a un gabarit standard qu'on appelle le P400. Et un des enjeux du plan de relance, c'est de dégager le P400. Alors là, ça, on peut en parler dans les salons après. Dégager le P400, ça veut dire obtenir le gabarit spécifique qui permet de faire du combiné sur des longues distances. Donc, voilà, c'est un enjeu. Ça coûte très cher, hein, ça coûte très cher. D'ailleurs, il y a la question, est-ce qu'il vaut mieux acheter des wagons ou dégager le gabarit? Parce que si acheter des wagons, c'est les entreprises ferroviaires, dégager le gabarit, c'est l'infrastructure. Donc au final, où est-ce que l'État met l'argent? Est-ce qu'il vaut mieux subventionner l'achat de wagons ou est-ce qu'il vaut mieux dégager le gabarit? Voilà, donc c'est une vraie question là aussi de stratégie des transports, mais en tout cas, c'est un axe de développement important parce que il y a du trafic, il y a de la demande, et vu le nombre de camions, tous ceux qu'on mettra sur les trains, que ce soit les caisses directement ou que ce soit avec les remorques, c'est d'autant moins qu'ils sont sur les routes et c'est d'autant moins de pollution, de bouchons, d'accidents. Voilà. Donc de toute façon, c'est bon du point de vue des externalités.